Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, vous écoutez Atlantique Radio. Nous sommes avec les décodeurs Atlantiques jusqu'à 11h. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale finance, puisque nous recevons dans ce studio Omar Fassal, analyste des marchés financiers internationaux chez CDG Capital. Bonjour Monsieur Fassal. Bonjour. Alors, deux sujets d'actualité aujourd'hui. On va parler de l'austérité en Europe. Quel bilan 3 ans plus tard? Est-ce qu'on est sorti de la crise? Et puis la politique d'austérité était-elle la meilleure des stratégies? On va analyser tout cela dans un instant. Et puis on parlera d'un pays qui est loin de chez nous et pourtant c'est important ce qui se passe là-bas, l'Argentine et les fonds vautours. Le pays est sur le point d'être en défaut de paiement de sa dette. On va analyser tout cela en fin d'émission. N'hésitez pas à poser vos questions par SMS, un numéro le 50 52 6 dirham TTC ou bien via la page Facebook des décodeurs, c'est possible aussi. Il est 10h19, c'est parti. Alors Omar Fassal, votre mission aujourd'hui, ça va être de vulgariser l'information financière qui parfois est un peu abstraite pour le commun des mortels, vous l'avouerez. On va parler de ces perspectives d'abord de croissance dans l'Union européenne pour parler de la situation actuelle. On parle de 1,6% en 2014, bon, après ça dépend des organismes, qui pourrait encore augmenter en 2015 jusqu'à 2%, 1,7%. Certains parlent de relance. Est-ce qu'on peut parler de relance avec des taux de croissance assez bas finalement ? Il y a un effort de relance qui est en train d'être fait par la Banque centrale européenne. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur les ondes d'Atlantique Radio. Il y a des efforts qui sont faits de la part de la BCE pour relancer la croissance. Le problème, c'est que la BCE ne veut pas faire d'un quantitative easing, chose que les autres banques centrales ont faite, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. On a vu que ça marche chez eux, mais la BCE pour l'instant ne veut pas le faire. Donc ça pèse sur la croissance. Et en plus, il y a l'austérité qui pèse sur la croissance. C'est le sujet dont... Oui, alors est-ce qu'on parle de relance? Je réitère ma question, parce qu'on parle des mesures de la BCE, mais dans les pays, évidemment, les politiques économiques des pays jouent effectivement sur la croissance aussi. Elles jouent effectivement sur la croissance. Les politiques économiques de ces pays sont aujourd'hui très limitées parce qu'il y a des objectifs d'austérité. C'est-à-dire que après la crise, il y a eu des creusements très importants de déficit budgétaire et qu'il y a des objectifs qui ont été fixés par Bruxelles pour revenir aux équilibres des déficits budgétaires, c'est-à-dire un déficit budgétaire qui représente 3% du PIB. Cet objectif-là est fixé pour la majorité des pays en 2015, donc il y a des efforts qui sont très importants qui sont en train d'être faits. Et donc la marge de relance avec des politiques économiques nationales qui viennent soutenir la consommation, soutenir la croissance est très limitée. La France, dans ce cadre-là, estimait à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a à peu près un mois, qu'elle ne serait pas capable de tenir cet objectif de réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB. Donc, ils allaient demander un délai de grâce par rapport à la date butoir de 2015. Et puis, ils sont revenus sur cette décision en fin de compte. Et donc, ils restent sur le plan de réduction qui était prévu depuis Sarkozy, c'est-à-dire pour revenir à un équilibre sur 2015. Alors, quand on parle de 1,6% de taux de croissance dans l'Union européenne en 2014, c'est bien ça, c'est positif ? C'est positif parce qu'il y a de la croissance, parce qu'avant, on était en récession, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ce n'est pas très positif parce que ce n'est pas suffisant pour faire baisser le chômage et que quand la croissance est très faible, il n'y a pas suffisamment de création d'emplois. Il faut combien de croissance pour faire baisser le chômage ? Est-ce qu'on sait ça ? Il faudrait au moins doubler la croissance européenne, c'est-à-dire qu'avec 3%. Il faudrait des taux de plus de 2% pour pouvoir faire baisser concrètement le taux de chômage dans l'Union européenne. Aujourd'hui, il est à 10%, 10,6%. Ça baisse un tout petit peu, mais par rapport à par rapport à la moyenne historique, il est encore très très élevé. Alors, on parle de relance, certains parlent de relance. Est-ce que la relance, si on a une, elle est due à la bonne tenue de l'économie américaine, puisqu'on sait qu'il y a un impact important après sur l'Union européenne, ou est-ce que c'est le résultat de la politique d'austérité qui a été menée jusqu'à présent ? La relance qui est aujourd'hui, certes que l'Union européenne est portée par la reprise qui est aux États-Unis, il y a une reprise qui est très forte aux États-Unis. Le taux de chômage a beaucoup baissé là-bas, il y a des créations d'emplois de plus de 200 000 postes par mois. Ils ont eu un premier trimestre qui était difficile pour plein de raisons, parce qu'il y a eu un hiver très, très rigoureux, un hiver qui a bloqué l'activité. Il y a eu d'autres choses qui ont bloqué l'activité pendant le T1, mais il y a une reprise de la croissance économique américaine. C'est sûr que ça tire la croissance économique européenne parce que c'est le principal partenaire. Il y a un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié. Cet accord est extrêmement important parce que ce sont les deux plus grosses zones en fait, économiques au niveau du monde. Donc c'est tiré par la croissance américaine, mais comme je disais, il y a beaucoup de choses qui reposent aujourd'hui sur les mains de la BCE, et les mains de la BCE ne sont pas complètement libres à cause des politiques nationales qui diffèrent entre les Allemands et entre le reste
des autres pays. Et justement, cette politique d'austérité qui divise également les membres de l'Union européenne. Ça divise les membres de l'Union européenne. Donc clairement, vous avez les Allemands qui sont pour, qui ont toujours été pour. Vous avez les pays en fait qui ont besoin de faire des efforts, qui sont en fin de compte contre. Donc chacun. C'est normal, ils sont dans leur rôle en même temps. Voilà, exactement. Chacun défend sa partie. Dans le programme d'élection du président Hollande, il avait dit qu'il allait remettre en cause ce plan d'austérité qui voulait une Europe de la croissance. Matteo Renzi, le Premier ministre italien, a dit exactement la même chose. Le problème, c'est qu'une fois élu, il bute contre les réticences allemandes et qu'à ce moment-là, c'est pas aussi simple que ça de changer de cap. Et donc, ces politiques d'austérité sont importantes. Elles posent plusieurs questions. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait pas le faire? Est-ce que c'était la bonne décision. Alors justement, vous évoquiez l'Italie, c'est l'actualité du moment, hein. C'est un pays qui va prendre la présidence tournante de l'Union européenne, elle vient de la prendre. Le président italien Mario Renzi, lui, veut faire changer les principes du redressement, mettre un peu plus de relance dedans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Mettre de la relance, ça veut dire ne pas couper dans les dépenses comme ils sont en train de le faire. Voilà, ça veut dire investir, c'est ça vraiment, dépenser plus alors ou... Dépenser plus, ne pas faire baisser ses dépenses. Dans tous les pays d'Europe périphérique qui ont ces problèmes d'austérité, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les dépenses. Et donc, on coupe les dépenses pour réduire les déficits budgétaires. La France, elle, est un peu le cas atypique parce que quand on regarde les chiffres de la France, on se rend compte qu'entre 2009 et 2014, en France, les dépenses ont progressé de 11% et les recettes ont progressé de plus 21%. C'est-à-dire que la France rajoute à chaque fois de nouvelles taxes pour augmenter ses recettes au lieu de faire baisser ses dépenses. Et les autres pays, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de baisser leurs dépenses. Alors, c'est quoi la bonne recette? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il faut un équilibre justement entre ces deux recettes? Il faut un équilibre entre ces deux recettes. Là, on voit très bien lorsqu'on regarde des comparatifs de la pression fiscale en fait, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les autres pays européens, que la France est très loin dans la pression fiscale et que vous avez d'autres pays qui s'en sortent très bien et la pression fiscale n'est pas aussi importante que ça. Sauf que si vous voulez faire baisser cette pression fiscale, c'est exactement ce qu'a dit Hollande depuis son discours très important au mois de janvier, où il a changé complètement de discours. On se demandait même s'il était encore socialiste ou pas. Depuis ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il veut faire baisser les dépenses plutôt qu'augmenter les recettes. Donc il y a un juste milieu à trouver et l'austérité a beaucoup pénalisé la croissance dans le passé. Elle était importante. Il fallait passer par là. Aujourd'hui, il faut moins d'austérité pour pouvoir aller là. Un numéro pour réagir par SMS, le 50-52, Sidiram TTC. Omar Fassel, on va revenir à l'Italie. Et cette volonté de mettre un peu de relance dans ces principes de redressement. Est-ce que l'Italie aura vraiment le poids nécessaire? Puisqu'on sait que c'est un pays qui n'est pas forcément dominant dans l'Union européenne. Est-ce que Renzi a des chances de changer quoi que ce soit dans la politique posée depuis longtemps par l'Allemagne finalement? L'Italie, elle souhaite renégocier maintenant, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait des gros efforts, c'est-à-dire qu'il y a des grosses améliorations. Son déficit budgétaire primaire, c'est-à-dire avant le remboursement des intérêts, passé de moins 1% à plus 2%, donc il est déjà positif. Le problème, c'est que quand vous enlevez tout ce qui est paiement de la charge d'intérêt, quand vous remboursez les intérêts, à ce moment-là, on se retrouve avec un déficit budgétaire négatif, qui est à moins 3% du PIB. Donc ils ont fait des efforts qui sont très importants. Et ça va permettre d'avoir plus de poids sur la scène de l'Union européenne, oui? Ça permet déjà de montrer qu'on tient sa parole. Quand on dit quelque chose, on le fait. Donc si demain, si demain on vous dit autre chose, on va le faire. Donc il y a des efforts très importants qui ont été faits. Le problème aujourd'hui, par exemple, dans l'Italie, dans les autres pays de l'Europe périphérique, c'est que même si on a fait ces efforts-là, le montant global de la dette reste encore très important. Et ce montant global de la dette pénalise la croissance. Alors, est-ce qu'on peut parler de fin de crise ou pas? Parce qu'on parle de relance, on a l'air très positif quand on voit les observateurs. Est-ce que c'est fini la crise ou pas? C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin en Europe. C'est déjà la fin aux États-Unis. Les États-Unis s'en sortent très bien. Leur politique monétaire va se resserrer, c'est-à-dire que les taux vont recommencer à augmenter. Au Royaume-Uni, ça va très bien. La Banque d'Angleterre sera la première banque centrale des principales banques centrales qui va remonter ses taux, ça sera la première. Donc il y a une reprise dans les principales zones. En Europe, comme on disait, une reprise qui est très petite. La marge budgétaire des États pour faire de la relance est très limitée à cause des plans d'austérité. Il reste des outils qui sont à la main de la BCE et la BCE ne s'est pas encore décidée à y recourir. La dernière réunion de la BCE, elle a mis en place plein d'outils, plein de politiques monétaires. C'était sa dernière salve.
c'était ces dernières mesures, les dernières choses qu'elle pouvait faire avant d'avoir recours à d'autres outils monétaires qu'on sait qui fonctionnent et qui sont qui auront un impact plus important sur la croissance. Est-ce que c'est toujours vrai, ce couple franco-allemand, présenté comme un peu les leaders de l'Union européenne, ceux qui vont tirer la croissance vers le haut? Il y a un match qui se joue ce soir au Brésil, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même marrant. Est-ce que c'est toujours vrai, ce couple franco-allemand qui est déterminant? L'entente franco-allemande a été au cœur de l'Union européenne depuis sa création. Elle a été créée pour ça au départ. Et je pense qu'ils ont encore un poids qui est encore très, très important. Quand vous avez une Allemagne... Est-ce que la France n'est pas dépassée par ses voisins? La France... les états de finances publique de la France ne sont pas aussi sains qu'en Allemagne. Ouais. Il reste à la France une certaine grandeur qui leur permet, par exemple, de se financer à des taux qui sont pas très chers. Ils jouent encore sur leur position qui est très dominante historiquement. Aujourd'hui, l'économie allemande est la meilleure économie européenne, et donc le poids, ce que vous disiez, sur la scène européenne est proportionnel à votre force économique. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve avec une Allemagne qui est très puissante. Il y a des risques de dislocation très importants entre l'Allemagne et le reste de l'Union européenne. Et juste pour conclure, c'est vraiment une question que je me pose quand on parle de croissance européenne. Évidemment, on englobe tous les pays européens. Est-ce que l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce vont s'en sortir, vont vraiment sortir de la crise, comme vous dites, qui est pour bientôt? C'est très difficile pour eux de s'en sortir parce que s'ils étaient en dehors de la zone euro, ils s'en seraient sortis plus facilement parce qu'ils auraient pu avoir recours à des dévaluations monétaires. Le problème, c'est qu'ils sont dans la zone euro, qui est un dogme fondateur qui est qu'aucun pays ne doit sortir. Pour eux, c'est pas la fin de la crise, quoi, en fait. C'est encore très difficile. Ils restent handicapés, comme les autres pays de l'Europe périphérique, par le montant global de la dette qui est encore très important. Lorsque vous réduisez le déficit budgétaire avec l'austérité, vous faites baisser la dette future. C'est-à-dire que dans le futur, vous n'avez pas besoin de vous endetter. Mais la dette passée que vous avez accumulée depuis très longtemps, ça reste encore problématique. Et ça risque de peser sur la croissance européenne pendant très très longtemps. Il est 10h43 sur Atlantique. On est toujours avec Omar Fassal, notre décodeur du jour. On est ensemble jusqu'à 11h et c'est une tradition dans cette émission. C'est l'heure du coup de gueule, coup de cœur. Et vous avez choisi de reparler de l'affaire BNP Paribas. Je rappelle, cette amende de 8,9 milliards de dollars imposée par la justice américaine parce qu'elle a conclu des affaires avec des pays sous embargo, notamment l'Iran, etc. Voilà, en fait, c'est une affaire qui est intéressante parce que dès le départ de l'affaire, les avis étaient très tranchés. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de 16 milliards de dollars au départ d'amende et les Français disaient directement, tous les ministres ont réagi, de Michel Sapin, vraiment tous les ministres, pour dire c'est trop, c'est abusé. Et donc, tous les journaux ont écrit pour dire c'est trop, 8,9 milliards. Mais votre position, c'est quoi alors? C'est qu'une amende, elle est proportionnelle au crime. C'est que si vous faites un gros crime, vous avez une grosse amende. Mais au début de cette histoire, on ne savait pas quelle était la taille du crime. On ne savait pas quelle était l'ampleur du problème. Donc l'amende doit être proportionnelle à ce qui a été fait. Et par la suite, une fois que maintenant le dossier est terminé, donc le montant des transactions, le problème c'est qu'ils avaient fait des transactions en dollars, que vous soyez n'importe où dans le monde, si les États-Unis vous dites que vous n'avez pas le droit de délivrer des paiements avec votre système bancaire dans un pays, vous n'avez pas le droit de le faire si ces paiements sont en dollars, même si c'est partout, dans n'importe quel pays dans le monde. Et la BNP l'ont fait beaucoup au Soudan, surtout, c'est là la majorité. Ils l'ont fait à Cuba, ils l'ont fait en Iran. Et donc, le montant de la pénalité doit être proportionnel en fait à ce que vous avez fait. Et donc après, quand le chiffre est sorti, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait pour 30 milliards de dollars de paiement interdit. Ils ont dénoué pour 30 milliards de dollars de paiement. Ça veut dire que si vous avez une amende à 8,9 milliards, bon, disons que c'est à peu près 10 milliards, c'est à peu près le tiers. C'est-à-dire que sur chaque dollar de transaction interdite, illégale, vous avez payé 30 cents en fait de pénalité. Oui. Donc la BNP s'en sort pas mal, parce que il y a d'autres banques qui pour chaque dollar de pénalité ont payé $1 chaque dollar de transaction illégale ont payé $1 de pénalité. Donc cette affaire aurait pu être bien pire que les 8,9 milliards. Cette affaire, elle est davantage politique qu'économique. Là, ce qui se joue, c'est la suprématie des États-Unis dans cette affaire. Je n'y crois pas.
non? Voilà, c'est mon avis. Il y a eu des déclarations Oui. comme quoi, par plusieurs dirigeants, comme quoi il y avait beaucoup de problèmes politiques. Derrière, je pense que c'est les autorités américaines qui veulent être beaucoup plus intransigeantes par rapport aux banques. La BNP n'est pas une victime. La BNP a enfreint la loi. Elle l'a enfreint entre 2002 et 2012, pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, elle a enfreint la loi. Elle a enfreint la loi même quand elle a su que les procureurs de New York étaient en train de faire une enquête sur elle. Donc ils savaient qu'il y avait ce problème-là, ils ont continué. L'inspection générale de la BNP savait qu'il y avait ce problème, elle a remonté ça à tous les dirigeants du groupe. Ouais. Ils savaient, ils ont continué. Le procureur de New York a dit publiquement que la BNP s'était donné beaucoup de mal pour faire ça. Donc la BNP n'est pas une victime. Je pense qu'il est temps, enfin, c'est en tout cas ma vision des choses, de donner une image positive des banques. On est là pour servir les clients, on n'est pas là pour enfreindre la loi. Donc quand on enfreint la loi, on paye l'amende. Alors, je vais faire l'avocate du diable, Omar Fassal, parce que les observateurs, ils disent quoi? Ils disent que les embargos qui sont imposés par les Américains ont longtemps eu pour but, finalement, de mettre à genoux leurs rivaux. Non? Je Vous avez l'air sceptique. Non, après, c'est des affaires politiques. Est-ce que les États-Unis, ils ont une politique étrangère? Donc, bon, il y a des pays avec lesquels ils s'entendent, il y a d'autres pays avec lesquels ils ne s'entendent pas. Mais en tant qu'institution bancaire, lorsque les autorités américaines vous disent, voilà la loi, vous n'avez pas le droit de faire ça, en tant qu'institution bancaire, on respecte la loi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, Donc, c'est les États-Unis qui décident, là. C'est leur monnaie, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, quand on est là pour respecter la loi. Si on vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Après, la politique étrangère des États-Unis regarde les dirigeants américains. Quel impact ça va avoir sur BNP Paribas? Est-ce qu'elle pourra supporter cette amende? Écoutez, les premières annonces qui ont été faites par la banque sont assez positives. C'est-à-dire qu'il y avait un dividende qui devait être reversé. Le cours de l'action a un peu baissé parce que voilà, on se disait ce qu'ils vont être capables de payer ce dividende. Ils ont maintenu le dividende, donc il n'y a pas de problème. Cette amende, elle représente exactement 16 mois de bénéfices, c'est-à-dire à peu près 1 an et 1 trimestre. Donc ça pourra être ravalé par la banque. Ces fonds propres par rapport aux 8,9 milliards, ils sont de plus de 100 milliards de dollars. Donc a priori, pas de problème de liquidité là. Non, a priori il n'y a aucun problème. Donc la banque l'a annoncé, il n'y aura pas de problème. Et surtout que les procureurs ont été cléments puisqu'ils ne lui ont pas retiré complètement le droit de faire des transactions en dollars. Ils l'ont interdit à partir du mois de janvier pour 1 an sur des opérations spécifiques qui ont attrait au financement du pétrole, du gaz, dans certaines destinations, mais ils n'ont pas enlevé leur autorisation bancaire de traiter des dollars partout dans le monde, ce qui aurait été le pire des scénarios. C'est ça qui a fait peur, à la banque. La BNP Paribas qui s'en sort bien, c'est votre conclusion? Je pense qu'il s'en sort pas mal vu la taille de l'infraction qui a été commise, vu la longueur, ça a duré en 2002-2012. Tout le monde savait, ils ont continué quand même. Donc voilà, quand on joue avec il y a un dicton américain qui dit if you can't do the crime, if you can't do the time, don't do the crime. Si vous ne pouvez pas payer la sanction, ne faites pas le crime. Voilà, ce sera la conclusion de ce coup de gueule de Omar Fassal. Il est 10h49, on est ensemble jusqu'à 11h. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas de réagir. Un numéro par SMS, le 5052, Siediram TTC. Alors pour la dernière partie de l'émission, Omar Fassal, va falloir simplifier bien les choses parce que c'est compliqué ce qui se passe en Argentine. On ne s'intéresse pas beaucoup à ce sujet et pourtant ce qui se passe là-bas est important. Le pays est quasiment en défaut de paiement de sa dette à cause de ce qu'on appelle des fonds vautours. Alors je vous laisse nous expliquer la situation. C'est pas évident, concentrez-vous. Plus simplement possible. En 2002, l'Argentine a fait défaut sur sa dette. Elle avait des titres de dette qu'elle a dit au marché, je ne pourrai pas rembourser ces titres. Donc elle a renégocié. Qu'est-ce que vous faites? Vous renégociez. Vous dites, ces titres-là valent 100 $. Je suis désolé, messieurs les créanciers, je ne peux vous donner que 30 $ dessus. Donc il y a des gens qui acceptent cette offre, il y a des gens qui refusent cette offre. 93% des gens ont accepté cette offre. Il restait 7% des gens qui n'ont pas accepté cette offre. Donc, ils ont acheté à 100 $. L'Argentine leur dit, je ne peux pas payer 100 $, je vous rembourse que 30. Voilà, on en est là. La plupart ont accepté, d'autres non. Allez-y. Il y a 7%, il y a une toute petite fraction qui n'a pas remboursé. Donc cette petite fraction-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je n'accepte pas votre offre, je vais porter plainte contre le tribunal. Ils ont porté plainte à New York parce que c'est là où la juridiction, où les titres ont été émis. Donc que dit la Cour d'appel de New York aujourd'hui? Elle dit à l'Argentine, vous devez rembourser entièrement. Donc ces 7%, ce sont les fonds vautours.
Expliquez-nous un petit peu cette notion. Fonds vautours, ce n'est pas une classification officielle, c'est une classification officieuse. C'est à cause de leur comportement, qui n'est pas très sain, qu'on les traite de fonds vautours. Donc ces gens-là, ils ont acheté cette dette, ils n'ont pas accepté le premier deal qui a été fait avec la réduction, et ils veulent un remboursement en total, et la Cour d'appel leur a donné raison. Et l'histoire se complique aujourd'hui, parce que le système bancaire américain, en fait, qui est sous juridiction américaine, dit la chose suivante, dit... si vous ne payez pas les nouveaux, ceux qui viennent d'obtenir l'accord des États-Unis, de la Cour suprême, si vous ne leur payez pas entièrement sur leur titre, on ne vous laissera pas payer les anciens de la dette restructurée, ceux qui avaient accepté la promotion. Si vous ne payez pas ces gens-là, vous ne pouvez pas payer les anciens. Donc il faut d'abord rembourser les 7% qui n'étaient pas d'accord avec le deal proposé par l'Argentine au départ. Il faut rembourser tout le monde aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. Alors là où le comportement, juste pour bien expliquer aux auditeurs, où le comportement de ces 7% pose question, c'est qu'au moment de racheter la dette de l'Argentine, ils savaient très bien que l'Argentine était déjà en défaut de paiement. Donc en connaissance de cause, ils ont acheté ces titres, hein, c'est ça Exactement, c'est leur stratégie. C'est la stratégie d'acheter des titres de dette de pays qui sont en défaut de paiement, qui ne peuvent plus payer ces dettes. Et des titres, et après c'est d'aller gratter au maximum. Alors c'est quoi aller gratter sur l'économie argentine? C'est ces titres-là, le deal disait, ils valent 100, on vous rembourse que 30% de leur valeur. Mais c'est d'essayer de négocier pour obtenir un remboursement de 40, 50, 60%. Et les fonds vautours disent, ce n'est pas notre affaire où vous trouvez cet argent, c'est à vous de vendre vos bijoux de famille, de vendre des terrains, de vendre vos actifs, de baisser le patrimoine du pays, tout ça. Vendre le patrimoine du pays, de baisser les salaires dans la fonction publique, ça ne nous regarde pas. Donc là, ils mettent l'Argentine à genoux, on peut le dire. Ils mettent l'Argentine à genoux parce qu'il y a un timing qui est très important. C'est-à-dire que le 30 juin, en début de semaine, lundi, le paiement devait se faire pour ceux qui avaient accepté la restructuration, pour les anciens. Et ce paiement a été bloqué parce que s'ils veulent payer les anciens, il faut d'abord payer les nouveaux. Ceux qui se plaignent, voilà. Les fonds vautours. Voilà, donc à cause de ce timing-là, ils ont vraiment accru la pression sur l'Argentine. Alors je précise que l'Argentine doit 1,33 milliard de dollars à ces deux fonds vautours américains. Quel avenir pour l'Argentine alors? Quelles conséquences concrètes ça va avoir? Ça n'a pas été payé lundi. L'Argentine a fait un bon geste, c'est-à-dire qu'ils ont déposé l'argent sur un compte bancaire aux États-Unis pour payer les anciens, pas pour payer les nouveaux, et le paiement ne peut pas se faire. Et donc l'argent est là, existe pour ceux qui ont accepté le deal de 30%, mais elle ne peut pas le faire tant qu'elle n'a pas remboursé les nouveaux. Voilà. 1,33 milliard de dollars. Ça n'a pas été fait le lundi. Le paiement devait se faire le lundi, ça n'a pas été fait lundi. Sur les marchés financiers, lorsque vous ne payez pas une dette, vous avez un délai de grâce de 30 jours. Donc l'Argentine aujourd'hui a un délai de grâce de 30 jours. Si au bout de ces 30 jours, elle n'a pas trouvé de solution avec ses fonds vautours, ce qu'il faut maintenant, c'est aller à New York. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à New York. Ils essaient d'entamer des discussions avec eux. Si les discussions ne sont pas concluantes, l'Argentine fait défaut sur sa dette. Et l'Argentine a eu un défaut en 2002. Et donc, 12 ans plus tard, on en serait encore à la même situation avec un pays qui refait défaut sur sa dette, avec toutes les conséquences très graves et très difficiles qu'il y a sur les Argentins par la suite. Donc un pays qui peut réellement être en faillite, hein, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. C'est quoi un pays en faillite? C'est quand même pas une société. Pas en faillite. En faillite, c'est quand vous n'avez pas les moyens de payer. L'Argentine, là, a les moyens de payer l'ancienne dette, mais c'est juste qu'elle n'a pas les moyens de payer ce que lui réclament ses fonds vautours. Donc ça serait un défaut technique. C'est-à-dire qu'elle a l'argent, mais elle ne peut même pas payer. Ce qu'on a dit, l'argent est posé au compte bancaire aux États-Unis, mais à cause des nouveaux fonds vautours... Pourquoi elle ne paye pas alors ce 1,33 milliard de dollars? Elle ne paye pas parce que si elle paye les 1,33 milliard, ces deux fonds-là dont il est question, c'est juste deux fonds parmi toute la poche des gens qui n'ont pas accepté le remboursement. C'est deux personnes parmi toute la poche des gens qui n'ont pas accepté le remboursement. Si elle leur paye à eux, elle doit payer la même chose à tous les autres qui n'ont pas accepté. Et à ce moment-là, on n'est plus à 1,4 milliard, on est à 15 milliards, sachant que les réserves de change du pays sont à 28 milliards. Donc on ne peut pas payer la moitié des réserves de change pour ces gens-là. D'autant plus qu'il y a une loi argentine qui est en vigueur jusqu'à la fin de l'année qui dit, qui protège les anciens qui avaient accepté la restructuration, qui dit vous ne pouvez pas donner aux nouveaux de meilleurs termes par rapport aux anciens. Voilà. Donc
le jugement de la Cour de New York qui dit vous donnez aux nouveaux de meilleurs termes par rapport aux anciens, il est invalide par rapport à la loi argentine. Oui, forcément, qui dit, la majorité ne va pas être contente. Voilà, les anciens ne seront pas contents. Et la loi argentine dit, d'ici à la fin de l'année, vous n'avez pas le droit de donner un meilleur paiement aux nouveaux par rapport aux anciens. Alors c'est très technique aujourd'hui les décodeurs, je vous l'accorde. N'hésitez pas à poser vos questions pour un éclairage particulier d'Omar Fassal par SMS au 50 52 Sidiram TTC. On va revenir sur l'avenir de l'Argentine suite à cette affaire. L'Argentine, dites-moi si je me trompe, c'était l'un des leaders économiques du continent d'Amérique latine. Exactement, c'était un pays qui avait une croissance qui était très forte. Il y a eu des choix monétaires qui ont été très difficiles, des erreurs de politique monétaire qui ont été faites. Pendant les années 80, il y a eu beaucoup d'inflation budgétaire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'inflation budgétaire. C'est-à-dire que l'État a fait fonctionner la planche à billets pour financer les déficits budgétaires de l'État. L'État a besoin d'argent, il appelle la Banque centrale et donc on lui donne de l'argent. Ces politiques-là, on sait très bien où ça mène toujours à des inflations qui sont très fortes. Donc pendant les années 80, il y a un problème d'inflation qui était très fort. Au début des années 90, on a mis en place un système qui s'appelle de caisse d'émission pour essayer de résoudre ce problème-là. Ce choix-là qui a été fait était très mauvais. C'est un système monétaire qui est même déconseillé par le FMI. Même le FMI ne le conseille pas. Et donc ça a mené à la situation catastrophique au début des années 2002 où l'Argentine a fait faillite. Donc il y a tout un historique de mauvaises décisions monétaires. Dont les gens ont souffert et espérons que là aussi il n'y ait pas un nouveau défaut de paiement qui fasse souffrir encore plus les gens. Alors un pays comme l'Argentine en défaut de paiement, quel impact sur le continent? Est-ce que ça peut porter la croissance du continent d'Amérique latine vers le bas? Je pense qu'il peut y avoir un effet sur les autres pays. Il peut y avoir lesquels par exemple? C'est sur tous les pays émergents. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pays émergent qui fait défaut sur sa dette, vous avez toujours une recrudescence par rapport à tous les autres pays émergents. On se dit, est-ce qu'ils ont la rigueur nécessaire pour rembourser leurs dettes? Mais la réalité aujourd'hui dans les pays émergents, c'est que ces pays-là ne sont plus un bloc homogène, qui sont très hétérogènes. Et que d'un pays à l'autre, vous avez des divergences très importantes. Il y a des gens qui n'ont... qui remboursent très bien leurs dettes, qui n'ont aucun problème par rapport à ça. Le Chili, par exemple, se porte très bien en ce moment. Le Chili se porte très bien. Le Brésil, avec la Coupe du Monde, il y a des pour, il y a des contre. Mais voilà, il y a des pays émergents qui se portent très bien. Et donc, la situation varie beaucoup d'un pays à l'autre. Mais ils ne vont pas être tirés vers le bas par la situation de l'Argentine? Je pense que les conséquences seront d'abord sur l'Argentine et après... Il pourrait y avoir un effet domino. Je ne crois pas. Un effet très domino très important. Voilà, parce que les cas sont très hétérogènes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On attend donc ce mois et la décision à la fin, voir si l'Argentine va payer. C'est ça un peu l'enjeu? Exactement. En 30 jours. Il va y avoir des négociations, c'est-à-dire que l'Argentine dit clairement rembourser 100% de la valeur. Déjà, c'est impossible parce que la loi de l'Argentine leur dit non. Et que même s'ils voulaient, ils seraient obligés de mettre dans ça la moitié des réserves de change du pays. Donc comment ça va se terminer à votre avis? Il y a des négociations. Les Argentins sont partis aux États-Unis. Ils sont en train de négocier avec les fonds vautours, avec la présence du fameux juge new-yorkais qui a pris cette décision. C'est un cas très difficile. Je pense qu'ils vont finir par trouver un compromis pour peut-être pas rembourser la totalité, mais rembourser une partie, à condition d'attendre 2015. Donc ils vont leur dire la loi argentine est en cours d'application. Attendez 2015 et à ce moment-là, on pourra renégocier. Et on va décoder tout cela dans quelques jours du coup avec vous. Merci Omar Fassal d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste des marchés financiers internationaux chez CDG Capital. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Les infos tout de suite avec Mourad Baba. Et puis ce sont les experts avec Laureline Savoie. Aujourd'hui, on parle des produits contrefaits. Merci de nous écouter. Bon week-end. Vive les Diables Rouges et à lundi.